Bonsoir à tous ceux qui nous ont déjà rejoints pour cette présentation sur les opportunités d'investissement en Nouvelle-Zélande. Euh, je suis aujourd'hui avec ma collègue Marie Maravel, qui est notre chargée de communication et de marketing, et qui sera là Bonsoir. ce soir pour prendre toutes vos questions sur le chat. N'hésitez pas au cours de la présentation à poser vos questions et en fin de présentation, Marie pourra lire vos questions, on pourra y répondre. Donc, cette présentation est enregistrée, donc on pourra aussi vous partager le lien de la vidéo pour ceux qui nous rejoignent aussi en cours de présentation. Juste un petit préambule pour rappeler que toutes les informations qu'on vous transmet ce soir sont des informations à titre général. On ne fait pas de conseils financiers, conseils en investissement ce soir, puisqu'on ne prend pas en compte votre situation particulière. Voilà. Et bien sûr, il n'y a aucune obligation d'engagement sur les différentes opportunités qu'on pourrait vous présenter ce soir. Juste un petit retour sur New Zealand Services euh, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, New Zealand Services de Nouvelle-Zélande Services, c'est une agence de services francophone qui a été créée il y a maintenant 15 ans à Auckland par Philippe et Ariane Meneux. On est la seule agence francophone en Nouvelle-Zélande qui vous accompagne vraiment sur tous vos projets de A à Z. On a plusieurs départements, notamment immigration pour tous les projets d'expatriation, éducation pour les séjours linguistiques, mais aussi les études supérieures. Et pour le service qui vous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, investissement financier et immobilier. Et on fait aussi beaucoup d'accompagnement dans les démarches administratives annexes à tous ces services. On propose vraiment des services adaptés à chaque projet avec une formule personnalisée. On s'adapte à vos projets pour essayer d'y répondre le mieux possible. On a une bonne connaissance du système néo-zélandais et on travaille avec des partenaires de confiance, la plupart également francophones, pour vous accompagner sur vos projets à chaque étape. On a une équipe, donc toute l'équipe est francophone, comme je disais. On a deux conseillers en immigration. Vous pourrez le voir, on est tous licenciés. Philippe, beaucoup le connaissent déjà, donc qui est le directeur de Nouvelle-Zélande Service, a une licence d'agent immobilier, également de conseiller financier et en assurance également. Il faut savoir que ces professions sont extrêmement réglementées et qu'en fait, on ne peut ni vendre ou acheter de l'immobilier ou proposer des produits financiers si on n'a pas ces licences-là. J'ai moi-même ma licence de salesperson en immobilier et ma licence de conseillère financière. Euh, écoutez, oui, on va passer. Juste peut-être, pardon, pour revenir un petit peu pour me présenter. Donc, moi, je travaille pour Nouvelle-Zélande Service depuis maintenant 9 ans. Je travaille aux côtés de Philippe sur tout le département investissement et immobilier et également sur toutes les démarches administratives annexes qu'on va pouvoir développer par la suite. Donc, la question, les points qu'on voulait développer ce soir, c'est toutes les opportunités qu'il peut y avoir aujourd'hui pour les non-résidents d'investir en Nouvelle-Zélande et quelles sont les raisons qui pourraient vous pousser à investir en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande aujourd'hui reste l'un des pays les plus sûrs au monde. On vous a mis les différents index, mais voilà, c'est le quatrième pays le plus sûr au monde. C'est un pays qui est extrêmement stable aussi politiquement et économiquement, qui est bien connu pour la simplicité de ses démarches administratives, notamment quand on vient du système français, on est souvent assez épaté par la simplification, la simplicité de certaines démarches. C'est l'un des pays où il est aussi le plus facile de créer une entreprise et de monter un business. Euh, Ça peut être une bonne idée d'investir aussi en Nouvelle-Zélande pour pouvoir, alors, d'ordre général, diversifier votre portefeuille d'investissement sur des produits que vous n'auriez peut-être, auxquels vous n'auriez pas accès peut-être
en Europe ou dans votre pays de résidence, mais aussi pour pouvoir diversifier l'investissement au niveau des devises en investissant en dollars néo-zélandais. On en reparlera aussi au niveau des démarches administratives, mais c'est un des pays qui est le plus transparent au niveau de la lutte contre la corruption. Ils ont notamment mis en place depuis 2018 toute une procédure obligatoire pour notamment les professions comme les avocats, les agents immobiliers, les conseillers financiers, etc., pour lutter contre le blanchiment d'argent qu'on appelle AML. Alors, au niveau des démarches administratives, peut-être en préambule, avant de pouvoir investir en Nouvelle-Zélande, la première étape sur la majorité des investissements, c'est d'ouvrir un compte en banque en Nouvelle-Zélande. Alors, pour les non-résidents, il faut savoir que depuis le Covid, les démarches se sont un petit peu complexifiées et corsées. Il y a de moins en moins de banques néo-zélandaises qui acceptent d'ouvrir un compte en banque pour les personnes qui n'ont pas de visa de plus de 12 mois. C'est encore possible, notamment si vous passez par NZS. Mais voilà, il faut savoir que c'est moins facile qu'il y a 10 ans. Vous pouviez rentrer dans n'importe quelle agence de banque néo-zélandaise avec juste présentation de votre passeport et vous pouviez ouvrir votre compte en banque quasiment immédiatement. Aujourd'hui, ça se fait en 2 étapes. Vous faites d'abord une préouverture en ligne et ensuite vous avez l'obligation de vous déplacer physiquement en Nouvelle-Zélande au moins une fois pour venir activer votre compte en banque dans une agence néo-zélandaise. En présentant notamment donc les documents dits AML, qui sont la certification de montrer votre passeport et aussi l'original d'une preuve d'adresse physique ou au moins la copie certifiée de cette preuve d'adresse. Il reste encore quelques opportunités d'investissement où vous n'avez pas besoin d'un compte en banque néo-zélandais, où par exemple les distributions pourraient se faire sur un compte à l'étranger. Mais il faut vraiment y réfléchir avant de s'engager sur un investissement sans avoir de compte en banque parce que faut vous dire que tous les mois, en fait, vous allez recevoir vos distributions, mais il y aura une conversion de devises qui sera faite. Donc, potentiellement, vous pourriez perdre un petit peu. Donc, c'est quand même plus simple d'avoir un compte ici. À partir du moment où vous avez un investissement en Nouvelle-Zélande, et ça commence juste par le compte en banque, par exemple, c'est bien de considérer la rédaction et la signature d'un testament en Nouvelle-Zélande. Pour plusieurs raisons, ça va vraiment simplifier les démarches administratives, bah, notamment de vos bénéficiaires. En fait, le jour où il faudra enclencher cette succession. Les testaments en Nouvelle-Zélande, ils couvrent vraiment l'ensemble des biens qui se trouvent en Nouvelle-Zélande et ils ne sont pas nommés et détaillés dans le testament. C'est-à-dire que si vous avez un bien immobilier et que vous avez rédigé votre testament et que vous finissez par le vendre, vous n'avez pas besoin de remettre à jour votre testament, il sera toujours valable. Donc, tous les biens sont couverts, compte en banque, investissement financier, propriété, etc. L'avantage d'avoir un testament en Nouvelle-Zélande, c'est que vous avez un document en anglais, document légal et officiel en Nouvelle-Zélande, en anglais, qui identifie sur papier le choix de vos bénéficiaires et qui détaille aussi la répartition de vos biens. Alors, les testaments classiques ont pour bénéficiaires le conjoint ou la conjointe, puis les enfants, et généralement, la répartition se fait à part égale, mais il y a quand même des situations où c'est pas aussi simple, et c'est bien d'avoir un document qui explique vos choix. Donc, je vais vous présenter les différents types d'investissements qui sont toujours accessibles aux non-résidents en Nouvelle-Zélande. Euh, Avant de vous présenter ces différentes opportunités, il me semble intéressant juste de vous montrer ce schéma-là qui montre en fait que le choix des investisseurs est quasiment tout le temps lié aux émotions qu'on peut avoir et peut-être à l'anxiété ambiante qu'il peut y avoir ou au contraire l'euphorie et cette impression d'être dans un marché très dynamique. Et paradoxalement, en fait, c'est quand la situation économique est souvent la plus basse, donc en dépression, que les meilleures opportunités d'investissement se présentent,
Sauf qu'en fait, psychologiquement, au niveau des émotions de l'investisseur, c'est le moment où on a le moins envie d'investir. Donc aujourd'hui, on pourrait estimer qu'on se trouve entre la dépression et la réticence. Euh, on a certainement passé cette phase de dépression. On va voir juste après pourquoi on peut penser ça. Et donc, c'est là où en fait, on peut avoir des opportunités d'investissement qui sont intéressantes, mais on a tendance à se dire, on va attendre, wait and see, comme ils disent ici, voir si le marché remonte vraiment. Est-ce que j'aurais pas des meilleures opportunités en attendant un petit peu plus, etc. Si vous avez accès aux informations néo-zélandaises et que vous les avez suivies, vous avez peut-être vu qu'il y a 2 semaines, la banque centrale néo-zélandaise, la Reserve Bank of New Zealand, a enfin baissé donc le OCR, qui est en fait le taux directeur de la banque centrale néo-zélandaise, l'a enfin baissé de 0,25 points. On est aujourd'hui à 5,25%. Donc avant ça, on était à 5,5%, ce qui était la valeur record depuis 2008. Pour ceux qui ont déjà des comptes en banque en Nouvelle-Zélande, vous avez certainement pu profiter du coup des taux d'intérêt bancaire extrêmement attractifs sur les termes déposits, les comptes à terme. Euh, et ils ont du coup baissé depuis. Alors, les banques avaient déjà anticipé cette baisse et avaient commencé déjà à baisser leur taux d'intérêt avant l'annonce officielle de la Banque centrale. Mais je vous ai mis sur le tableau en bas à droite les taux d'intérêt aujourd'hui pour 12 mois, par exemple pour un an. L'ANZ est à 5,20%, la BNZ aussi et l'ASB aussi. Il faut savoir qu'en 2021, pour un an sur un compte à terme, on était à 0,93%. Voilà, donc là, on était vraiment sur des taux très intéressants pour des investissements en cash. Euh, Jusqu'en mai ou juin, on était encore à plus de 6%. Voilà. Mais aujourd'hui, ça commence à baisser et les prévisions des économistes laissent à entendre d'ici la fin de l'année 2025, on serait à 4,9%. Et certainement d'ici un an, on serait plus proche des 4%. Voilà. Donc, en fait, tous les investissements tout le cash et les liquidités là, qui ont été placés sur des comptes à terme, le jour où ces comptes vont arriver à maturité, la question va se poser de son réinvestissement, puisque certainement que les, les taux d'intérêt bancaire au moment de la maturité des comptes à terme ne seront plus aussi intéressants qu'aujourd'hui. Je vous ai aussi mis la courbe de la fluctuation du taux d'intérêt en haut à droite. Euh, voilà, c'est des choses. Donc là, on voit la descente qui est amorcée. On s'attend à avoir une autre annonce de la baisse du taux d'intérêt probablement en octobre. Il faut savoir que, alors c'est accueilli comme une bonne nouvelle par les investisseurs en Nouvelle-Zélande et également les particuliers qui pourraient avoir des prêts bancaires sur l'immobilier, par exemple, puisque là, aujourd'hui, avoir un prêt bancaire en Nouvelle-Zélande, c'était extrêmement cher. Mais ça a été un petit peu une surprise sur cette annonce qui a été anticipée, puisqu'au mois de mai, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande avait annoncé qu'elle ne toucherait pas au taux d'intérêt directeur avant août 2025. Donc, elle est revenue sur sa décision bien plus tôt que prévu. Au niveau de l'immobilier, comme vous le savez peut-être depuis 2018, alors c'était sous le gouvernement de Jacinda Ardern Labour, il y a eu la loi Overseas Investment Act qui a été modifiée et qui a limité les possibilités d'investissement pour les non-résidents dans l'immobilier. Depuis cette date, là, le 22 octobre 2018, si vous n'êtes pas résident en Nouvelle-Zélande, alors ce statut de résident, c'est à la fois un résident fiscal, mais aussi résident dans le sens où vous avez vécu en Nouvelle-Zélande de plus de 12 mois et que vous avez aussi à minima ce visa de résident, ou vous êtes résident permanent ou citoyen évidemment, vous ne pouvez plus acheter de l'immobilier dit existant, c'est-à-dire qui a déjà été bâti, pour lequel il y a déjà eu un titre de propriété, un premier propriétaire. Vous êtes limité sur de l'achat neuf, sur plan,
uniquement dans des développements, donc c'est des appartements, uniquement sur des développements pour lesquels les développeurs ont obtenu une exemption de cette loi. Il reste encore quelques immeubles qui sont accessibles pour les non-résidents, mais il n'y en a vraiment plus beaucoup. Au niveau du prix neuf, on serait autour des 17 000 $ du mètre carré. Ça, c'est l'un des derniers bâtiments développement qui dispose d'une exemption. C'est le Chelsea Rise qui se trouve dans le North Shore, donc dans les quartiers du nord d'Auckland, après le pont, pour ceux qui connaissent Auckland, dans le quartier de Birkenhead. C'est des quartiers qui sont vraiment très prisés par la communauté française, notamment parce qu'il y a une des écoles qui a un département français. Ça se trouve à 8 km du centre d'Auckland. Bon, Auckland est vraiment très, très étalé sur une centaine de kilomètres, je pense, du sud au nord. Donc, 8 km du centre-ville, ça reste vraiment des quartiers très centraux. Comme je vous le disais, ce développement dispose d'un certificat d'exemption pour les non-résidents, donc vous pouvez l'acheter. Et précision que je n'ai pas apportée sur la précédente slide, c'est que depuis cette modification de la loi en 2018, vous avez le droit d'acheter uniquement du neuf et uniquement dans un but d'investissement locatif. Vous ne pouvez plus utiliser ce bien comme un pied-à-terre. Voilà, vous êtes obligé de le louer. Je vous ai juste donné un exemple du prix d'entrée de ce développement pour une chambre de 48 mètres carrés. Je vous ai donné le prix d'entrée sur le troisième étage qui dispose d'une vue sur le port, d'un côté de l'immeuble. On est à 729 000 $. Donc en France CFP, voilà, à peu près 49,6 millions. Pour, euh, si vous êtes intéressé par ce développement ou les dernières opportunités d'investissement en immobilier, n'hésitez pas à me contacter et je vous enverrai le détail des informations, etc. Là, voilà, je vous fais une présentation générale. Alors, un autre type d'investissement qui est accessible aux non-résidents, c'est un investissement c'est dans les bâtiments commerciaux. Ce sont des fonds diversifiés. Vous verrez, donc, on vous a mis en haut là un petit encart où c'est marqué retail. Ça s'oppose à un autre type d'investissement qui est wholesale. Quand vous avez un investissement qui est retail, ça veut dire que c'est ouvert à l'ensemble des investisseurs, quelle que soit leur expérience dans l'investissement. Euh, et généralement, ce sont des investissements avec des risques plus maîtrisés, avec peut-être des retours plus modérés, mais un risque voilà, qui est plus maîtrisé. En opposition aux investissements wholesale, qui là sont réservés uniquement aux investisseurs eligibles, expérimentés. Avant de pouvoir rentrer dans ce type de fonds ou d'investissement wholesale, il faut que vous puissiez prouver que vous avez une expérience dans d'autres types de produits financiers avec un portefeuille d'investissement qui est diversifié. Il faut que vous puissiez aussi prouver que vous pouvez accepter un niveau de risque qui est plus élevé. Voilà. Je vais vous présenter quelques produits qui sont accessibles wholesale pour vous montrer la différence. Donc là, sur les investissements dans les bâtiments commerciaux, donc c'est en retail, donc accessible à tout le monde. C'est accessible à partir d'un budget de à peu près 1 000 euros. Donc c'est aussi accessible à tous les budgets. Alors que les wholesale, encore une fois, là, on a une opportunité qui est à partir de 20 000 $, mais généralement, on est plutôt sur un investissement d'entrée de 50 000, voire 100 000 $, voire plus. Voilà. Donc, en retail, on est souvent euh, sur des investissements d'entrée qui sont plus faibles. Donc, les bâtiments commerciaux ont plusieurs avantages. C'est que ils vous apportent, ce sont des fonds qui sont diversifiés. Donc, en fait, qui sont résilients et qui vous permettent de diversifier évidemment votre portfolio. Et ce sont des investissements dits passifs parce qu'en fait, les distributions que vous allez toucher mensuellement, généralement, elles sont en net. Donc, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la déclaration d'impôt, de payer vos taxes. C'est déjà le manager du fonds qui s'en occupe pour vous, qui les paye auprès de l'IRD, qui est le département fiscal néo-zélandais.
Et donc, ce que vous touchez sur votre compte en banque néo-zélandais, c'est du net. Ça vous permet aussi d'investir, d'avoir accès en fait à des bâtiments, c'est de l'immobilier, des bâtiments commerciaux. Euh, Avant qu'il y ait ces fonds diversifiés dans les bâtiments commerciaux qui se créent, quand vous vouliez être un investisseur et acheter un bâtiment commercial, il fallait avoir des millions pour pouvoir accéder à ce type d'investissement. Voilà, aujourd'hui, comme je disais, si vous voulez investir dans les bâtiments commerciaux à partir de 1 000 $, c'est tout à fait accessible. Euh, Et ce sont des revenus, alors les revenus dans les produits financiers, mais c'est pareil sur un investissement locatif quand vous avez un appartement, euh, c'est jamais des revenus qui sont garantis. Alors peut-être que quand vous avez un loyer, il y a un peu plus de visibilité, mais disons que si du jour au lendemain votre locataire décide pour une raison ou une autre de plus payer votre loyer, enfin voilà, c'est des choses que vous pouvez pas tout le temps anticiper. Donc, sur les bâtiments commerciaux, les revenus sont relativement stables, ce qui est aussi pas garanti, mais relativement stable à travers les années. Le manager de ces fonds, en fait, chaque année va réévaluer la valeur des bâtiments et de ces fonds et la valeur de la chaire et va estimer à partir de ça le retour sur investissement qui va être en mesure de distribuer aux investisseurs. Et généralement, les projections qui sont faites sont réalisées. Alors, ça, je reviendrai sur la page précédente juste après. Ça, c'est l'exemple d'un des fonds diversifiés, en fait, dans le secteur des bureaux. Donc, vous avez 5 propriétés qui composent ce fonds pour un ensemble de 22 locataires, ce qui limite du coup le risque. Si jamais vous avez un locataire qui est en difficulté financière, qui est défaillant, il vous reste encore 21 locataires euh, pour, euh, euh, pour payer les distributions auprès des investisseurs. Donc, vous investissez, vous touchez les distributions proportionnellement à le capital que vous avez investi dans ce fonds. Vous êtes copropriétaire avec l'ensemble des autres investisseurs dans ce fonds de l'ensemble des 5 bâtiments. Donc, vous pouvez voir que la valeur de ce fonds est de 128 millions. Euh, Au niveau des données qui vous sont présentées, donc ce fonds a un taux d'occupation de 83%, mais avec un taux de distribution annuel de 6,22%. C'est celui qui a le taux de distribution le plus élevé, sachant qu'il y a, comme je disais, donc un taux d'occupation de 83%, pardon, donc potentiellement, il y a une marge de progression le jour où l'ensemble des bureaux qui composent ce fonds seront loués. Vous avez une petite simulation en bas si vous faites un investissement de 100 000 $ dans ce type de fonds avec un retour de 6,22, c'est du brut. Vous touchez 518 $ par mois. Juste pour vous donner une idée, sur une distribution nette, vous seriez à 4,48%. Alors aujourd'hui, quand vous comparez avec les retours sur investissement des taux d'intérêt bancaires, des comptes à terme, les comptes à terme vous paraissent encore plus intéressants. Mais voilà, comme je vous disais, en 2021, il y a 3 ans, on était à 0,93% de retour sur un an sur les comptes à terme. Donc disons que les investissements sur les comptes à terme, c'est plutôt des investissements à court terme. Alors que ce type d'investissement dans les bâtiments commerciaux, il faut plutôt l'envisager sur une durée de 5 à 8 ans. Euh, et donc, alors attendez. Hop. Donc sur la carte aussi, vous voyez que donc la répartition des locataires, elle est aussi, la diversification, elle est aussi géographique. Ça s'est notamment montré très efficace pendant la période du Covid parce que pendant très longtemps, en fait, il y a eu juste la région d'Auckland qui s'est retrouvée en confinement alors que les autres régions pouvaient continuer à vivre tout à fait normalement. Donc, uniquement les locataires de la région d'Auckland étaient impactés par ces lockdowns et ces restrictions sur une certaine période, alors que voilà, les autres entreprises continuaient à avoir un chiffre d'affaires stable. Et donc, la diversification du nombre de locataires, du secteur d'activité et géographique permettent à ces fonds d'être résilients. Quand on parle de bureaux, vous pouvez voir que c'est également assez varié. Ça peut être
Dans l'informatique, il y a aussi également des banques, assurances, pas mal de bureaux gouvernementaux. Ça peut aussi être des casernes de pompiers, des postes de police. Enfin, voilà, c'est assez varié. Il y a vraiment un choix particulier qui fait sur les locataires. L'objectif, bien sûr, est d'avoir des locataires les plus pérennes possibles. Et pardon, donc juste pour revenir sur cette slide-là. Donc, il y a quatre fonds dans les bâtiments commerciaux qui sont aujourd'hui accessibles à tous les investisseurs et à non-résidents en retail. Et donc, le retour sur investissement, les retours sur investissement brut varient entre 4,46 et 6,22 aujourd'hui. Mais voilà, avec la baisse des taux d'intérêt bancaires, c'est possible que ces retours sur investissement dans les bâtiments commerciaux augmentent. Généralement, c'est un peu les vases communicants. Quand les taux d'intérêt bancaires baissent, les chaires sont plus attractives. C'est plutôt le bon moment d'acheter aujourd'hui parce que le prix des chaires a énormément baissé sur les 18 derniers mois, notamment en raison de la forte hausse des taux d'intérêt bancaires. Parce que, en fait, pardon, c'est ce chiffre-là, 36%, c'est le taux d'endettement du fonds. Euh, c'est un taux d'endettement qui est très conservateur. Parfois, sur d'autres d'autres managers de fonds, ça peut être proche des 50%. Et donc, on peut imaginer que quand le taux d'intérêt bancaire est à plus de 6%, ça veut dire que les taux bancaires pour les prêts sont autour de 7, 7,5%. Et donc, bien sûr, les dépenses, les frais pour les fonds dans les bâtiments commerciaux qui sont fortement endettés augmentent aussi. Donc là, 36%, on est sur un taux qui est très conservateur. Mais malgré tout, quand le prêt bancaire, la dette augmente, le prix de la chaire baisse. Donc, ça a été le cas aujourd'hui. Mais du coup, c'est le bon moment de pouvoir investir. Et donc, potentiellement, il peut aussi y avoir une augmentation du capital. Si aujourd'hui, vous investissez dans un fonds pour lequel la chaire est à 0,94 dollars, peut-être qu'en avril l'année prochaine, quand les fonds vont être réévalués, la valeur des bâtiments, et que la chaire va être réévaluée puisqu'elle est indexée sur la valeur des bâtiments, peut-être que la chaire va repasser à 0,99 par exemple, et l'année d'après à 1,02, etc. Donc vous avez, en plus de vos distributions mensuelles, la possibilité, à travers la valeur de la chaire, de voir votre capital qui augmente également. Pardon pour ces allers-retours. Et peut-être juste un mot sur le manager de ces différents fonds avec lesquels on travaille. C'est une entreprise qui a pignon sur rue en Nouvelle-Zélande depuis 90. Donc, comme ils aiment à le dire, c'est quand il y a peut-être une crise financière comme en 2008, par exemple, ou alors un fort taux d'inflation comme on a pu avoir l'année dernière, ou une entrée en récession, etc., ils disent tout le temps, c'est pas leur premier rodéo sur le marché financier, et la résilience des fonds a déjà été prouvée à travers le temps. Il faut attendre que ça passe et que la situation s'améliore en fait. C'est une entreprise donc, qui gère au total 900 millions l'équivalent de la valeur de 900 millions en fait dans les différents bâtiments commerciaux. Et sur les quatre fonds qui sont accessibles en retail, ça représente 550 millions de dollars en fait. Il y a 48 propriétés qui sont sous leur management. Et avec un taux d'occupation qui est vraiment très intéressant. 6 ans, c'est la durée moyenne des baux de location en fait à travers tous les locataires. Donc plus ce chiffre est élevé, plus c'est intéressant en fait, puisque ça veut dire que l'ensemble des locataires s'est engagé sur une période relativement longue. Et c'est 165 locataires au total qui louent les bâtiments de ces différents fonds. Alors ça, c'est un autre type d'investissement. On change complètement de secteur pour aller dans
le secteur agricole, le secteur primaire, et je vais vous présenter un exemple d'un fonds agricole qui est aujourd'hui accessible, qui est ouvert, en fait, qui a une ouverture de capital. Petite parenthèse, en fait, il y a deux façons d'investir dans des fonds financiers. Soit vous avez une ouverture de capital, c'est-à-dire que l'entreprise qui crée et qui gère ce fonds, en fait, ouvre le capital de son fonds à de nouveaux investisseurs pour différentes raisons. Donc, si c'est dans les bâtiments commerciaux, c'est peut-être parce qu'ils souhaitent acquérir un autre bâtiment pour augmenter la diversification du fonds. Ça peut aussi être, par exemple, pour améliorer la liquidité du fonds et réduire la dette. Il y a eu des ouvertures de capital qui se sont faites les 2 dernières années, justement en anticipation du fort taux des taux d'intérêt pour essayer de réduire au maximum le taux de la dette et donc les dépenses qui étaient liées au prêt bancaire. Aujourd'hui, et la deuxième possibilité pour entrer dans un fonds, c'est le marché secondaire. Donc là, c'est vraiment euh, le système de l'offre et de la demande. Vous avez un investisseur qui souhaite sortir et vendre totalité ou partie de ses shares et vous avez un acheteur qui souhaite les acheter. C'est souvent les managers des fonds qui gèrent ces marchés secondaires et qui mettent en relation les acheteurs et les vendeurs. Ce qui est intéressant avec le marché secondaire dans les bâtiments commerciaux, donc aujourd'hui, il y a des opportunités sur le marché secondaire pour tous les fonds dans les bâtiments commerciaux, c'est qu'en fait, il n'y a pas de il n'y a pas de mise aux enchères du prix de la chaire, en fait. Le prix de la chaire reste fixe, indexé sur la valeur du fonds et des bâtiments commerciaux de la pierre, en fait. Euh, et si vous êtes pressé de vendre, en fait, vous ne pouvez pas brader le prix de la chaire. Donc, c'est aussi une garantie pour les investisseurs qui sont dans ce fonds de se dire que voilà, le prix de la chaire vaut la valeur des bâtiments qui composent ce fonds. Pour ce fonds, donc dans les Kiwis, aujourd'hui, on a une ouverture de capital. L'ouverture de capital, elle se fait pour réduire la dette, là, pour le coup. Euh, donc, c'est des investissements qui sont accessibles aux investisseurs expérimentés, comme je vous disais, wholesale. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir rentrer sur ce type de fonds, il faut que vous puissiez démontrer, et c'est pas juste déclaratif, il faut pouvoir prouver que vous avez déjà eu une expérience sur des produits variés, des produits financiers et plutôt risqués. Donc, par exemple, que vous avez déjà eu ou que vous avez encore un portefeuille d'actions en bourse, que vous avez aussi peut-être des investissements dans des bâtiments commerciaux, que vous avez aussi des investissements locatifs, que vous avez peut-être investi dans des startups. Là, au niveau du niveau de risque, on est encore un petit peu plus élevé. Euh, cette démonstration de votre expérience en tant qu'investisseur wholesale, il faut qu'elle soit complétée aussi par soit un avocat, soit un comptable qui confirme en effet que vous avez cette expérience-là. Voilà. Donc, il y a quelques démarches administratives préalables avant de pouvoir rentrer dans ce fonds-là. Pourquoi il y a cette démarche-là à faire? Parce que c'est des investissements qui sont plus risqués. Comme ce sont des investissements dans des fonds agricoles, donc là, ce sont des vergers de kiwi, mais l'entreprise MyFarm, qui est vraiment spécialisée dans les investissements agricoles, a aussi des investissements dans les pommes, dans les avocats, dans les vignes, dans le houblon, dans les arbres de Manuka pour la production du miel. Et c'est des investissements qui sont dépendants des conditions météo notamment. Voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent influencer la production et qui peuvent faire varier les retours sur investissement des investisseurs. Donc, c'est un petit peu plus risqué. Ces investissements-là, ils sont accessibles même si vous n'avez pas de compte bancaire en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire que les distributions elles peuvent être versées sur votre compte français, calédonien ou en Polynésie française. Voilà. Mais comme je vous disais, peut-être regarder aussi par rapport au taux de change, etc. Est-ce que c'est peut-être pas sur le long terme très intéressant d'avoir des distributions versées sur un compte à l'étranger. Comme les bâtiments commerciaux, pas de gestion, c'est vraiment le manager du fonds qui gère tout pour vous. C'est vraiment la différence, par exemple, avec un investissement locatif où peut-être vous allez être un peu plus sollicité, même si vous avez un property manager,
s'il faut changer la machine à laver, s'il y a un problème dans l'appartement, s'il faut le rénover, etc. Là, sur les bâtiments commerciaux et les fonds agricoles, c'est vraiment le manager du fonds qui gère tout et qui est vraiment en direct avec le locataire. Vous, vous touchez juste vos distributions. Vous avez vraiment rien à faire sur ce type d'investissement-là. Les revenus que vous allez toucher pour ce type d'investissement, tous les, c'est par trimestre. Sera aussi proportionnel au capital que vous avez apporté sur ce fonds. Et ce sont des retours là qui sont bruts par contre. Donc, il faut faire une déclaration d'impôt. Je reviendrai sur ces questions de taxes pour les non-résidents en fin de présentation et les différences qu'il peut y avoir en fonction des types d'investissements choisis. Le fonds qui s'ouvre actuellement, c'est un fonds qui est diversifié. Donc, c'est très intéressant pour ce secteur agricole d'avoir un fonds qui est diversifié parce que ça réduit le risque sur le même principe que les bâtiments commerciaux, hein. Si vous avez un des locataires qui paye plus, là, si vous avez un des vergers qui est touché par une intempérie, par le gel, par une pluie trop forte, euh, potentiellement, vous avez toujours 16 autres vergers qui sont toujours en bon état et qui pourront fournir une récolte complète, etc. Donc, il y a vraiment une limitation du risque à ce niveau-là. Et vous avez aussi donc une diversification géographique. Il y a deux grandes régions pour le moment au niveau des kiwis, c'est Bay of Plenty et le nord de l'île du Nord. Les objectifs qui sont envisagés sur ce fonds, je vous parle que des distributions, est de 7,5%. MyFarm fait des projections de 10% en incluant aussi l'augmentation du capital que vous pourriez avoir sur le long terme. Voilà. Mais là, on n'est que sur les distributions de 7,5%. On est plus élevé que les bâtiments commerciaux, mais on est aussi sur des investissements qui sont plus risqués. Avec une entrée de 20 000 dollars pour pouvoir investir dans ce fonds. Je vous ai mis retour sur investissement entre 4,5 et 7,5 parce qu'en fait, c'est un fonds qui vient juste d'être créé. En fait, MyFarm gérait 17 investissements dans les kiwis où il y avait juste, pour la plupart de ces fonds, une seule propriété, donc plus risqué. Et viennent de regrouper en fait les 17 vergers de kiwi. On est sur du Sun Gold kiwi, donc c'est des kiwis jaunes. Ça s'est fait là en juillet. Donc en fait, on va être sur la première année de la constitution du fonds. C'est des vergers qui, pour la plupart, sont matures, qui sont déjà gérés depuis de nombreuses années. C'est juste que la création de ce fonds diversifié officiellement vient juste de se faire en juillet. Donc la première année, un retour sur investissement estimé à 4,5, mais ensuite, à partir de la deuxième année, de 7,5. Un autre type d'investissement, ce serait un investissement dans des fonds également diversifiés, mais en bourse, sur donc l'achat de shares. Euh, Ce sont des fonds qui sont gérés par l'entreprise Pacefinder et qui a la particularité de ne sélectionner que des entreprises dites éthiques ou qui répondent aux critères de développement durable. Ça passe surtout par l'élimination en fait d'un certain nombre d'entreprises qui pourraient être en lien avec, par exemple, trafic d'armes, dégradation de l'environnement, non-respect des droits de l'homme, ce genre de choses. Donc voilà, donc vous avez plusieurs fonds, il y en a 6 qui sont accessibles en ce moment. Donc là, on est sur des investissements en bourse, donc ça veut dire que vous n'avez pas de distribution, vous investissez, donc le taux de l'achat, par contre, varie au quotidien. Contrairement par exemple aux bâtiments commerciaux où c'est évalué généralement en avril au moment de la nouvelle période fiscale. Et donc, en fait, pendant un an, vous avez un prix de share qui est stable, voire parfois plus longtemps. Là, ça fluctue tous les jours comme en bourse. Et donc, vous faites potentiellement votre plus-value le jour où vous revendez en fait votre portefeuille de share. Bon, par contre, comme les autres types d'investissements, là, vous n'avez pas de... C'est un investissement passif, vous n'avez pas de gestion, c'est pas vous qui allez sélectionner en fait euh, l'entreprise dans laquelle vous allez investir, c'est vraiment le gestionnaire des fonds qui sélectionne et qui gère en fait votre portefeuille d'actions en vendant, en achetant, avec l'objectif d'avoir les meilleurs retours sur investissement. C'est aussi des investissements qui sont accessibles sans compte en banque en Nouvelle-Zélande. On vous a mis que c'était un placement qui avait du sens, que donc je vous disais que c'était
Pathfinder, c'est l'entreprise qui sélectionne vraiment avec attention les entreprises dans lesquelles ils investissent. Et ils ont notamment une certification néo-zélandaise qui s'appelle B Corp et qui reconnaît les démarches faites par des entreprises dans le développement durable et les investissements éthiques, etc. Je vous ai mis l'exemple de 4 fonds pour vous donner une idée un petit peu des retours sur investissement. Global Water, comme son nom l'indique, c'est un fonds diversifié qui n'investit que dans des entreprises qui sont en lien avec l'eau, que ce soit des fabricants de pompes, de filtres, des entreprises qui travaillent, par exemple, pour trouver des techniques de dépollution. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est lié au secteur de l'eau. Et donc là, sur les 12 derniers mois, donc c'est des chiffres qui datent du 31 juillet 2024, on était à 15,7%. Ils ont tous des retours assez équivalents. Il y a un an, 1 ou 2 ans, on avait des retours qui dépassaient les 20%. Donc, ça fluctue d'une année sur l'autre puisque c'est la bourse en fait. Donc, il faut plutôt aussi avoir une vision sur le long terme quand on investit sur ce type de produits. Avec un investissement minimum de 5 000 $, l'avantage, c'est que vous pouvez investir dans plusieurs fonds. Donc, vous pouvez donc, chaque fonds est assez diversifié déjà parce qu'en fait, vous investissez par exemple dans une quarantaine d'entreprises. Mais si vous investissez en plus dans plusieurs de ces fonds, voilà, vous augmentez encore plus la résilience de votre portefeuille et la diversification et la réduction du risque. Euh, Juste quelques mots peut-être sur les investissements par rapport aux entreprises, au business. Je ne vais pas développer trop longtemps. On va consacrer dans les prochains mois, probablement avant la fin de l'année, un webinaire vraiment dédié à ces questions-là, à la création, à l'achat, à l'investissement dans les entreprises en Nouvelle-Zélande. Mais ça peut être une autre façon aussi de diversifier son patrimoine et en investissant dans des entreprises ou en créant une entreprise. Alors, donc comme je vous le disais au tout début, la Nouvelle-Zélande est vraiment identifié comme l'un des pays, l'un des meilleurs pays pour pouvoir faire du business. Les démarches administratives sont vraiment très simples pour créer une entreprise. Enfin, en 5 ou 10 minutes, quelques clics, l'entreprise est créée. C'est relativement simple. Il y a quand même une des contraintes quand vous êtes non-résident, c'est qu'il faut, si par exemple vous voulez créer une entreprise en Nouvelle-Zélande, il faut que vous ayez un directeur de l'entreprise physiquement en Nouvelle-Zélande pour au moins plus de 6 mois par an, voilà, pour pouvoir être officiellement un directeur. Il faut ouvrir un compte en banque au nom de l'entreprise, ce qui est relativement simple également. Et ça vous donne accès à des secteurs d'activité aussi très diversifiés. Voilà, encore une fois, je développerai pas plus ces points. Si vous avez des questions, bien sûr, j'y réponds avec plaisir, mais on consacrera un webinaire complet sur cette question-là très prochainement. Comme promis, euh, je reviens sur cette question de taxes pour les non-résidents. Donc, l'IRD, comme je vous disais, c'est le département fiscal en Nouvelle-Zélande. Et quand on parle d'IRD, on parle aussi du numéro fiscal, votre numéro IRD, donc c'est le numéro, votre identifiant fiscal. Il est obligatoire d'avoir un numéro IRD quand vous investissez en Nouvelle-Zélande. Bon, c'est une formalité administrative en fait. Il faut d'abord pouvoir prouver que vous avez un compte en banque actif en Nouvelle-Zélande pour pouvoir demander ce numéro IRD. Il y a des exceptions pour avoir un IRD même si vous n'avez pas de compte en banque en Nouvelle-Zélande. Voilà. Euh, alors, au niveau des différentes en fonction des produits, je vais peut-être commencer par le taux de taxe le plus attractif, celui de 2%. C'est le système le schéma AIL, si vous avez déjà un compte en banque en Nouvelle-Zélande, si vous n'avez qu'un compte en banque en Nouvelle-Zélande et que vous avez placé des fonds sur des comptes épargne ou des taux d'intérêt bancaire, vous pouvez voir dans vos informations sur votre compte en ligne que vous avez un taux d'imposition. Il faut savoir que si vous n'avez pas d'IRD et que vous avez juste un compte en banque, par défaut, il y a de fortes chances que la banque vous ait mis un taux de taxe de 45%.
alors qu'en tant que non-résident, vous êtes en principe éligible à ce système AIL qui déduit automatiquement 2% de taxes sur vos intérêts bancaires. Voilà. Si vous avez déjà un compte en banque en Nouvelle-Zélande et que vous ne savez pas comment vérifier votre taux d'imposition, vous vous demandez si vous avez été enregistré avec ces 2% de taxes, etc., vous pouvez me contacter par email. Je pourrais vous montrer comment faire pour soit demander cette AIL, soit vérifier votre taux d'imposition sur votre compte en banque. Le deuxième niveau de taxe quand vous êtes non résident, c'est ce qu'on appelle la taxe, le système PAI. Et c'est notamment le système qui est appliqué pour les bâtiments commerciaux, les fonds diversifiés dans les bâtiments commerciaux. En tant que non résident, vous êtes plafonné à 28%. Il faut savoir que pour les investisseurs néo-zélandais, les bâtiments commerciaux, c'est des produits qui sont très attractifs, notamment au niveau des taxes. Parce que donc en Nouvelle-Zélande, on est taxé par tranche en fonction de son niveau de revenu et que ça peut monter jusqu'à 39%. Donc aujourd'hui, tout Néo-Zélandais qui investit dans un PAI, un Portfolio Investment Entity, comme le sont les fonds diversifiés dans les bâtiments commerciaux, au maximum, vous savez que vous allez payer 28% de taxes, ce qui est plutôt intéressant. Pour les non-résidents, vous êtes à 28%, quoi qu'il arrive, c'est le plafond. Sachant que vous le verrez si vous investissez dans les bâtiments commerciaux, donc vous touchez vos distributions mensuelles et vous recevez aussi votre relevé de distribution tous les mois. Et vous pouvez voir qu'en fait, il y a toujours une partie du revenu qui est taxé et une partie du revenu qui n'est pas taxé. Et il y a des mois où en fait, ce n'est pas 100% du revenu qui est taxé. Donc vous êtes souvent moins taxé que ces 28%. Mais voilà, il faut savoir qu'au maximum, ce sera ces 28%-là. Et le pire, le PIR, c'est le système d'imposition par tranche qui s'applique notamment pour les investissements agricoles. Parce que comme je vous disais, les investissements agricoles, vous avez une distribution qui est brute. Donc, en fait, ce que vous touchez sur votre compte en banque, il va falloir le déclarer à l'IRD et payer des impôts dessus. Et donc, ça va dépendre en fait du montant de revenus annuel que vous aurez touché sur ce fonds agricole pour connaître votre taux d'imposition. Voilà, c'est par tranche. La tranche la plus faible est à 10,5 et la plus élevée est à 39%. En Nouvelle-Zélande, à partir du premier dollar, on est taxé voilà, à 10,5. Voilà pour les taxes. Si vous avez des questions par rapport à une situation particulière, je pourrais y répondre par email. Je vous remets nos coordonnées, que ce soit l'email de Philippe ou le mien. On est aussi joignable sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas soit à m'appeler, soit à m'envoyer un message WhatsApp. C'est parfois plus facile de communiquer comme ça que par email. Voilà, pour répondre à toutes vos questions ou pour vous envoyer le détail des différents produits que j'ai pu présenter ce soir.